Quand j'étais jeune, j'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ah. J'espère que non. Ah, je sais, Jean-Claude Van Damme. Ouais. Ouais, bien joué. Ah, sacré Jean-Claude. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ouais, et en plus, quand on voit le réchauffement climatique, la montée des eaux et tout, c'est plutôt l'inverse, hein. Dans 20-30 ans, il y en aura trop. Ouais. Huh. Et si on tournait aux Pays-Bas? Quand on parle montée des eaux et risque d'inondation en Europe, on pense assez rapidement aux Pays-Bas. Pas étonnant pour ce pays au climat très pluvieux qui compte 230 km de côtes maritimes et 6000 km de voies navigables sur ses grands fleuves et ses nombreuses rivières. Ah ouais, c'est pas mal. Et oui. Et c'est pas tout. La particularité des Pays-Bas, c'est qu'avec un territoire constitué à 17% d'eau et à 18% de terres gagnées sur la mer, les fameux polders, plus de la moitié du pays et de sa population est menacée par les inondations. Pire encore, un quart du territoire néerlandais se situe carrément en dessous du niveau de la mer, et serait donc totalement submergé s'il n'y avait pas eu d'intervention humaine. Bon, au vu de ces chiffres, je pense que vous commencez à le comprendre, la maîtrise des eaux a joué un rôle fondamental dans l'histoire des Pays-Bas. Et ça tombe bien, parce que nous, l'histoire, on aime bien. C'est nul comme transition. Ouais. Bien qu'aux Pays-Bas, l'occupation des côtes et des rives des grands fleuves remonte à la préhistoire, les plus anciennes structures de protection contre les eaux datent de l'Antiquité. Il s'agit de terpen en néerlandais, c'est-à-dire des monticules artificiels sur lesquels ont été bâtis des villages et des fermes. Seulement, pendant une très longue période, c'est quand même pas trop ça. L'efficacité des solutions mises en place laisse à désirer et les zones humides restent rarement à l'abri des inondations. De bien mauvais augure pour les populations locales, qui aimeraient profiter des opportunités économiques et stratégiques qu'offre ce type d'espace. Il faut ainsi attendre le bas Moyen-Âge pour que la situation se débloque enfin, comme c'est par exemple le cas en Hollande septentrionale, là où le fleuve Amstel rencontre la mer intérieure de Zuiderzee. À la fin du XIIe siècle, cette zone jusqu'alors entièrement marécageuse attire l'œil d'un groupe de pêcheurs. Ceux-ci y construisent une digue pour se protéger des marées et s'installent le long de l'embouchure du fleuve. Puis, pour éviter les inondations, ils édifient un barrage équipé d'écluses. Une inspiration qui change à tout jamais le futur de la région, puisque ce barrage, en plus de permettre la régulation du cours d'eau, fait du village un passage obligé pour le déchargement de marchandises. D'une pierre deux coups, comme on dit. En complément de ce dam, un système de canaux et d'écluses est imaginé pour évacuer l'eau de l'Amstel, divisant le hameau en une multitude d'îles reliées entre elles par des ponts. Un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie entraînant un développement rapide du village qui se voit au fil du temps orné de splendides monuments érigés par une population toujours plus nombreuse. La ville se transforme ainsi progressivement en une place forte du commerce européen et prend le nom d'Amsterdam, nom qui a évolué, vous vous en doutez, en Bruxelles. Ce serait pas plutôt... Non mais évidemment que ça me... Néanmoins, il n'y a pas qu'à Amsterdam que la maîtrise des eaux a été déterminante au cours du Moyen-Âge. Il y a 1000 ans, la région d'Alblasserwald, un polder de Hollande méridionale, n'est qu'une simple tourbière coincée entre des rivières rugissantes et une mer hostile. Pourtant, ces terres fertiles à proximité de grandes cités commerçantes attirent peu à peu des habitants qui forment un ensemble de villages. Seulement, la gouvernance du territoire est extrêmement fragmentée, et faute d'un système de drainage efficace à grande échelle, les inondations restent monnaie courante. En 1277, Floris V, comte de Hollande et de Zélande, réalise l'importance capitale de la maîtrise de l'eau dans ces campagnes très humides. Dès lors, voulant mettre fin aux troubles causés par un manque d'unité évident, il rassemble la petite noblesse d'Alblasserwald et pousse les résidents à collaborer pour assécher durablement la région. Pour cela, le comte ordonne la fondation de 3 des plus anciens waterschrappen néerlandais, des conseils des eaux constitués d'élus locaux qui se chargent de la gestion des cours d'eau et des structures de protection. Pour l'anecdote, les waterschrappen existent toujours aujourd'hui et suivent le même modèle depuis près de 750 ans. Pas mal. Ainsi, sous l'impulsion de Floris V et de ses conseils des eaux, la situation s'améliore de manière significative. Les digues sont renforcées, d'autres sont construites et un ensemble de fossés et de canaux est mis en place pour gérer l'écoulement de l'eau jusqu'au point d'élévation le plus bas. À cet endroit, devenu le village de Kinderdijk, un système d'écluses vient compléter ce dispositif astucieux en reversant l'eau dans la rivière de manière contrôlée. Finalement, avec le temps, l'opération assèchement d'Alblasserwald est une incontestable réussite. Les villages prospèrent, les conditions de vie s'améliorent, le comte Floris V, surnommé dieu des paysans, est acclamé par son peuple, et en 1296, il est assassiné par ses propres nobles. Oh tiens, je l'ai pas vu venir ça. Et oui, apparemment ces choix politiques n'ont pas plu à tout le monde. Dans les années qui suivent la mort de Floris V, le drainage répété de la tourbière entraîne un affaissement du sol et une montée progressive des eaux de la rivière.
Le risque d'inondation est donc de plus en plus élevé et le drame inévitable finit par se produire le 19 novembre 1421. Cette nuit-là, une terrible tempête s'abat en effet sur la Hollande, balayant violemment les digues, détruisant les habitations et causant la mort de 2000 personnes. Selon la légende, une fois le déluge passé, alors que les quelques survivants du village de Kinderdijk s'aventuraient en dehors des fragiles bâtisses qui les avaient abrités, ils entendirent des cris qui attisèrent leur curiosité. Se précipitant sur la rive du cours d'eau, bien décidés à trouver la source de ces sanglots, ils firent face à une scène absolument invraisemblable. Là, au milieu des débris et des cadavres, flottait un berceau dans lequel se trouvait un nouveau-né. Véritable vision miraculeuse au sein d'un décor tragique, l'équilibre précaire de l'embarcation de fortune était maintenu par un chat sautant sur les extrémités du couffin. Après un moment de flottement, les habitants ne perdirent aucune seconde et secoururent l'enfant, qui regagna finalement la terre ferme, sain et sauf. C'est cet épisode qui aurait ainsi donné au village son nom de Kinderdijk, la digue des enfants. Malgré le charme morbide de cette histoire, le problème du drainage de l'eau subsiste après l'inondation de la Sainte-Élisabeth. Les années passent, plusieurs techniques sont utilisées, avec plus ou moins de succès, et les gens commencent à perdre espoir. Jusqu'à ce qu'au XVIIIe siècle, les conseils des eaux locaux trouvent enfin la solution. Édifiés pour la plupart entre 1738 et 1740, les moulins de Kinderdijk apportent un contrôle efficace et durable du niveau de l'eau autour du village. Comment ça? Eh bien, si le niveau des canaux des polders est trop élevé, les moulins se servent de la force du vent pour conduire l'eau jusqu'à des bassins tampons. Inversement, si le niveau est trop bas, l'eau des bassins tampons est reversée dans les canaux. Alors, je simplifie beaucoup, il manque quelques détails, mais globalement, ça fonctionne comme ça. Quoi qu'il en soit, les moulins remplissent parfaitement leur rôle pendant plusieurs décennies avant d'être finalement remplacés par des stations de pompage plus modernes. Cependant, les moulins ne sont pas totalement inutiles pour autant, puisqu'ils servent de solution de secours en cas de panne des stations de pompage. Mais surtout, ils jouent un rôle très important dans la conservation du patrimoine de la région. Pour cause, les 19 moulins de Kinderdijk ne sont ni plus ni moins que le plus grand regroupement de moulins à travers tous les Pays-Bas, ce qui leur a valu leur classement au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997. En parcourant le paysage plat des canaux de Kinderdijk, uniquement perturbé par ces impressionnants bâtiments tricentenaires aux ailes de 30 mètres de long, on se retrouve en plein cœur de l'histoire néerlandaise. Là, de chaque côté des cours d'eau, on peut observer deux types de moulins. Les moulins en briques de Nederwald sur la rive droite et les moulins en bois de Loevewald sur la rive gauche. Plongé dans cette atmosphère paisible, perdue au milieu de nulle part, on a comme l'impression d'avoir remonté le temps, tant ce décor nous évoque une époque aujourd'hui bien révolue. On se promène ainsi calmement le long des canaux, admirant ces géants de bois et de briques, le silence de la campagne uniquement brisé par le chant des oiseaux et le coassement de quelques grenouilles. En somme, on se sent en communion avec la nature, apaisé, détendu. Excuse-moi Victor Hugo, je te coupe là, mais j'ai une petite question. Ouais, pardon, je me suis un peu laissé emporter. Vas-y, je t'écoute. Il y avait des gens qui habitaient dans les moulins? Ouais, tout à fait, et il y en a même encore aujourd'hui. C'est par exemple le cas de la famille Hook, qui occupe certains des moulins de Kinderdijk depuis 1744, soit depuis 10 générations. À la base, c'est dans le moulin numéro 5 de Nederwald que Jacob Hook, premier meunier de la famille, s'installa. Et c'est là, dans ce magnifique édifice au charme certain mais à l'espace plus que restreint, qu'il vécut avec sa femme et sa douzaine d'enfants. Oui, une douzaine d'enfants. Dans un moulin. Ça devait être quelque chose. En tout cas, à défaut de pouvoir observer la scène en temps réel, notre visite nous permet d'imaginer la vie telle qu'elle pouvait l'être pour les nombreuses familles de meuniers passées par le pittoresque village de Kinderdijk au cours de ces 3 derniers siècles. Et finalement, en concluant notre voyage dans le passé et en admirant une dernière fois le splendide tableau qui s'offre à nous, on obtient une bonne vision de ce qu'espérait accomplir le comte de Hollande Floris V il y a si longtemps. L'aménagement d'un endroit où les habitants, ayant définitivement écarté les menaces de la nature, peuvent enfin profiter pleinement d'une terre fertile et d'une vie paisible. Et c'est sur ces belles images que va se terminer ce 3e épisode de notre découverte des Pays-Bas. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, faites-le moi savoir en laissant un like, un commentaire, en partageant la vidéo à vos amis et en vous abonnant à la chaîne si c'est pas encore fait. Pensez aussi à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rater aucune actu et en attendant, nous on se retrouve dans 4 semaines pour une prochaine vidéo. C'était l'Explorator. À plus tard.